Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau du Grand Dossier. On est ensemble et en direct jusqu'à 18h. La semaine a été dure, très dure pour l'Europe qui se retrouve au sujet de l'Ukraine comme effacée par les Américains et les Russes. Rien ne se fait avec nous et il apparaît de plus en plus évident que Donald Trump nous a dans le viseur. La preuve avec cette publication assez effarante qu'il signe sur son analyse de notre situation politique, sécuritaire, sociétale, identitaire. Ça va assez loin, c'est simple pour lui. C'est toute notre civilisation qui est en train de s'effacer et toute ressemblance avec une analyse poutinienne des choses n'est sans doute pas qu'un pur hasard. On va en débattre pendant plus d'une heure, sans pub, jusqu'à 18h. Trump et l'Europe, le divorce, c'est le titre de notre Grand Dossier ce soir. Soyons honnêtes, l'Union européenne a été créée pour emmerder les États-Unis. C'était le but. L'Union européenne a été créée pour emmerder les États-Unis. C'était le but. Ça nous donne évidemment l'ambiance pour l'émission de ce soir. Je vous présente mes invités, le général Patrick Dutartre à ma gauche, général de l'armée de l'air. Vous avez été pilote de chasse. Bonsoir à vous. Bénédicte. Général, ravi de vous retrouver. À vos côtés, Brigitte Hadès. Bonjour. Bonjour Brigitte, grand reporter pour la revue de politique internationale. Malcolm Biga, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur politique au Nouvel Économiste et vous êtes spécialiste des États-Unis. Peut-être vous allez nous aider à rentrer dans le cerveau de Donald Trump. Magali Barthès est avec nous également pour un petit moment. Merci beaucoup. Magali, à vos côtés, Yves Doutrillo. Bonjour, cher Yves, ancien ambassadeur de France à l'OSCE, représentant permanent adjoint de la France à l'ONU. Et puis Vincent Crouzet, qui est le régional de l'étape. Vous êtes là très souvent, expert en renseignement et écrivain, auteur du Chevalier de Jérusalem, publié aux éditions Robert Laffont. Merci en tout cas à vous tous d'être avec nous. On vous expliquait le week-end dernier que la semaine à venir était cruciale sur le dossier ukrainien et plus largement sur la sécurité européenne. Et de fait, je vous le disais dans mon sommaire, elle a permis de fixer les choses, mais pas forcément dans le bon sens pour ce qui nous concerne. Je vous explique. Donald Trump donc publie un document que Magali va nous détailler dans une seconde sur sa vision du monde et en l'occurrence de l'Europe. Et c'est peu dire qu'il nous considère sur la voie d'un dangereux déclin. On va y revenir. Dans le même temps, Emmanuel Macron est en Chine pour tenter une pression sympathique sur le président chinois dans une tentative de calmer les ardeurs russes en Ukraine. Sans surprise, très peu d'impact pour cette visite. Dans le même temps, Vladimir Poutine est en Inde, reçu lui de façon impériale comme un pas énorme vers une Inde qui choisit son camp. Et dans le même temps, le chancelier allemand et Ursula von der Leyen sont à Bruxelles pour tenter de débloquer le sujet des avoirs russes pour aider l'Ukraine. Bref, ça s'agite, mais avec pour le moment peu de résultats. Alors Magali, je vais commencer avec vous. Ce fameux document dont je parlais, qui est une revue stratégique publiée par le président des États-Unis, qui ne prédit rien de moins que l'effacement civilisationnel de la vieille Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors c'est très intéressant et c'est vraiment à lire parce qu'en effet, l'effacement civilisationnel de l'Europe est annoncé à cause de plusieurs facteurs. Le déclin économique, à lire Donald Trump, l'émigration incontrôlée, déclin économique, effacement, manque de confiance en soi. L'Europe sera méconnaissable dans 20 ans si les tendances actuelles se poursuivent. Alors le document liste d'autres problèmes, la perte d'identité, la chute de la natalité, la censure de la liberté d'expression, l'asphyxie réglementaire. On voit que c'est vraiment comme ça que Donald Trump perçoit cette Union européenne. L'ère des migrations de masse doit prendre fin, explique la Maison-Blanche. Sinon, il est plus que plausible que d'ici quelques décennies, au plus tard, les membres de l'OTAN deviennent, certains membres, majoritairement non européens. Vous comprendrez évidemment la submersion migratoire, le grand remplacement. Donc le constat, il est violent, c'est une bonne charge contre l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une légère volonté d'ingérence ? Il y a clairement une volonté d'ingérence et c'est ça qui devient très intéressant dans ce texte. Si l'Europe veut s'en sortir, elle doit adopter finalement la politique de Donald Trump. Et les États-Unis, d'ailleurs, il le dit ouvertement, encouragent leurs alliés politiques en Europe à promouvoir un renouveau spirituel. L'influence croissante des partis patriotiques européens
est de fait source d'un grand optimisme. Cette ingérence, elle est complètement assumée. Et alors, bien sûr, il y a l'idée d'un nouvel ordre mondial où il faut privilégier, bien sûr, l'Amérique d'abord, priorité, évidemment, au désengagement dans les affaires du monde. Ça, c'est ce que dit aussi Donald Trump. Réajustement de la présence des États-Unis dans le monde. L'époque où les États-Unis soutenaient à eux seuls l'ordre mondial comme Atlas est révolue. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'il dit sur la Russie. Les États européens la voient comme une menace existentielle. C'est ce que dit Donald Trump. Manifestement, ce n'est pas du tout sa vision des choses. Non, au contraire, il faudrait rétablir une forme de stabilité stratégique avec la Russie. L'administration Trump se trouve en désaccord avec les responsables européens qui ont des attentes irréalistes concernant la guerre. Des attentes, d'ailleurs, vous regarderez la pique, issues de gouvernements minoritaires instable. Ça, c'est fait. Effectivement, la charge est assez violente. Merci Magali. Oui, il vise notamment la France. Malcolm Biga, déjà, on va revenir sur le détail parce qu'il y a sans doute des choses pour lesquelles il n'a pas complètement tort, le président Trump. Mais déjà, pourquoi il fait cela de façon aussi violente et à qui il s'adresse quand il fait ça, Donald Trump? Il s'adresse tout d'abord aux Européens. On a quand même une confirmation de ce qui avait été dit par J.D. Vance en février dernier. Le vice-président s'était rendu à Munich pour la conférence de la sécurité. Les mêmes mots étaient à peu près employés et on s'était dit à l'époque que peut-être le vice-président a été peut-être un peu émotif et allé plus loin que sa pensée, mais au final, aujourd'hui, on a un rapport qui reprend textuellement le même ton que le vice-président. On l'a l'extrait, on peut l'écouter si vous voulez. Oui. On va l'écouter parce que comme ça, on se rendra bien compte. J.D. Vance, donc à la conférence de Munich, il y a quelques semaines maintenant. La menace qui me semble la plus inquiétante pour l'Europe n'est ni la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. La menace qui m'inquiète le plus vient de l'intérieur. L'Europe s'éloigne de certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs que partagent les États-Unis d'Amérique. Au Royaume-Uni, comme dans toute l'Europe, j'en ai peur, la liberté d'expression est en déclin. Voilà, c'était un simple extrait, mais effectivement, la liberté d'expression, ça fait partie des choses qui sont visées dans le document signé par Trump. Pardonnez-moi. Mais ce qui est assez ironique avec ce rapport, c'est que finalement, les Européens pourraient renvoyer la balle aux États-Unis. On peut dire que également, les États-Unis se sont éloignés de certaines valeurs, comme l'unité, comme la fédération, l'union et le soutien même de peuples opprimés. Donc au final, la plupart des critiques qui sont portées dans ce rapport, certaines sont justes, c'est vrai. Certaines sont plutôt injustes et très subjectives, mais pourraient être renvoyées aux États-Unis. Alors justement, certaines sont justes et certaines le sont moins. Qui veut commenter? Je le dis en vrac, l'asphyxie réglementaire. On le sait qu'on a effectivement une problématique là-dessus avec les comités Théodule, l'émigration, les frontières, l'identité nationale, qui est une bonne façon d'aller brosser, comme vous le disiez Magali tout à l'heure, les extrêmes droites dans le sens du poil. Vincent? Non mais de quelle civilisation on parle? On parle de la civilisation des burgers, des sodas ultra sucrés, de 30% de la population qui est obèse, de l'illettrisme aux États-Unis. De la non-démocratie parce que on est en train de bricoler la carte électorale de certains États, parce qu'on gracie des éléments factieux qui ont pris d'assaut le Capitole en 2021. On parle de quoi? De quelle civilisation? De quelle démocratie? Effectivement, nous ne partageons pas les mêmes valeurs, c'est très clair. Et quand M. Vance va visiter les gens de l'AfD à la suite de la conférence de Munich, quand M. Trump fait la campagne de M. Orban, nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Nous n'avons plus rien à faire, malheureusement, avec cette internationale réactionnaire qui est en train de s'aligner. C'est un fléchage d'extrême droite, c'est bien, parce qu'on a la pierre de Rosette gravée du Trumpisme, une bonne fois pour toutes. C'est totalement assumé, ce que dit. C'est totalement assumé, tout à fait, mais au moins on le sait. Voilà, tout simplement, on sait. Et malheureusement, je suis désolé, mais moi je ne reconnais pas les États-Unis vers lesquels ont émigré mes arrière-grands-parents au début du XXe siècle. En plus, c'est une nation d'immigrés, d'immigration. Ce sont des gens, c'est une nation qui s'est bâtie sur la notion d'immigration, et aujourd'hui, qui est en train de détruire toutes les valeurs sur lesquelles elle s'est construite. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques constats que fait Donald Trump qui sont juste, on a quand même tendance à faire l'autruche sur un certain nombre de choses. Alors, je parlais de l'empilement administratif, par exemple, la folie réglementaire, par exemple. Ça, on peut effectivement se dire, il y a des sujets sur lesquels on ne va pas, alors qu'on sait que c'est une problématique pour nous.
Alors, simplement, une grande puissance alliée depuis 1945, on ne s'attend pas qu'elle nous fasse de telles leçons. Alors, il y a une contradiction interne dans ce document, parce qu'à propos du Moyen-Orient et puis d'autres régions, il n'y a pas que l'Europe dans ce document, c'est le monde entier. Et d'ailleurs, il y a des éléments intéressants à propos de la Chine et de Taïwan, il faudrait peut-être en dire un mot aussi, et de l'Amérique latine. Alors, simplement, il dit à propos du Moyen-Orient, mais nous respectons les pays, nous n'allons pas faire de l'ingérence, sous-entendu, MBS, on sait qu'il a mis en morceaux un opposant, mais on ne va pas lui chercher noise, contrairement à mes prédécesseurs. Donc on respecte leur système, on ne se mêle pas de leurs affaires intérieures. Mais alors pourquoi se mêle-t-il de nos affaires ? Et vous avez vu la réaction du ministre allemand des Affaires étrangères. On vise très clairement l'alternative für Deutschland, qui effectivement, au regard de la constitution allemande, et dès lors que cette organisation, pour avoir des liens avec le néonazisme, pose problème constitutionnel allemand. Et c'est le ministre allemand le premier qui a réagi par rapport à ça. On l'écoute, on a l'extrait si vous voulez aussi. Je vais faire comme avec Malcolm, je vais vous couper la parole parce qu'on a cet extrait et c'est vrai qu'il est assez, il y va de façon assez virulente. Écoutez. Les États-Unis sont et restent notre allié le plus important au sein de l'Alliance. Toutefois, cette alliance est centrée sur les questions de politique de défense et de sécurité. C'est évidemment aussi une communauté de valeurs et on peut donc y discuter d'autres sujets. Mais je pense que les questions de liberté d'expression, d'organisation de nos sociétés libres, ici en tout cas en Allemagne, n'en font pas partie. Nous ne pensons pas non plus que quiconque doive donner des conseils à ce sujet, car cela est organisé par notre ordre constitutionnel. Oui, façon de dire, gardez vos conseils pour vous. En tout cas, c'est un signal d'alarme. Nous avons des élections à venir, un peu dans tous nos pays, en France 2027. On sait qu'il y a eu des ingérences russes dans le passé, dans les élections américaines, qui ont en partie contribué à l'élection de M. Trump, mais en 2016, le Brexit également en 2016, plus récemment Roumanie, en Moldavie. Est-ce qu'il faut s'attendre à des ingérences électorales venues à la fois de Russie, mais aussi des États-Unis ? C'est un vrai risque. Alors, il faut que... C'est ça l'avantage de ce document, c'est qu'on s'y prépare, sans parler de tout ce qui intéresse la défense, où on comprend qu'on va devoir s'arranger par nous-mêmes et qu'on ne pourra plus compter sur l'Amérique. Ce qui implique... un délai très court maintenant pour que enfin les Européens se réveillent, s'occupent de leur défense et surtout veillent à ce que leur processus démocratique soit pleinement respecté sans ingérence extérieure. Par les réseaux sociaux, etc. Alors, vous m'interrogiez sur l'exigence bureaucratique, mais ce qui est visé en fait, c'est très clairement le RGPD que vous connaissez tous, bien sûr, ou le Digital Service Act, et derrière tout ça en embuscade, vous avez la Silicon Valley et Elon Musk. Comme par hasard, il a fait l'objet d'une sanction de 120 millions d'euros, je crois, avant-hier. Oui, alors sanction à minima, parce que c'est quand même... Mais il y a des suites, nous prévient la Commission européenne. Donc, on voit que derrière la critique de notre réglementation, il a le sentiment que c'est une réglementation anti-américaine. En fait, notre réglementation, elle ne vise que l'Europe, elle ne s'occupe pas de ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je voudrais qu'on analyse ensemble. Là, on a entendu le ministre allemand des Affaires étrangères. Je voudrais que vous écoutiez Kaja Kallas. Elle a réagi ce matin, Kaja Kallas. Pareil, elle est dans un forum. On lui pose la question. Voilà, M. Trump a publié cette revue stratégique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez ce qu'elle répond. Et vous savez, les États-Unis restent notre plus grand allié et j'ai également lu que nous restons leur plus grand allié et qu'il est également dans l'intérêt des États-Unis que l'Europe perdure et que nous restons vraiment leurs alliés et que nous travaillons ensemble pour ces causes. Nous n'avons pas toujours été d'accord sur différents sujets, mais je pense que le principe général reste le même. Nous sommes les plus grands alliés et nous devons rester unis. Brigitte Hadès, qu'est-ce qu'elle fait, Kaja Kallas, là ? Elle a tout à fait raison, parce qu'en fait, finalement, Trump est en train d'annoncer un document, finalement, qui est un document important, parce que c'est souvent des documents, Biden en avait fait un aussi, etc. Mais au lieu de signifier que la Chine et la Russie sont les ennemis
du monde libre, il est en train de nous attaquer. C'est une absurdité. Et d'ailleurs, beaucoup de membres du Congrès sont absolument contre les républicains, parmi les républicains aussi. À peu près la moitié des républicains. Donc il s'est adressé à Sabah Maga. Il a même fait des documents en parlant de 88 et 14, ces 2 chiffres qui sont néo-nazis, les suprématistes blancs. Tous les gens dans Internet savent très bien de quoi ils en retournent. Donc il fait des allusions comme ça, et c'est un personnage qui n'a rien à voir avec les intérêts américains. Pourquoi est-ce qu'elle répond de cette façon-là ? Parce qu'elle calme le jeu, parce qu'elle montre très bien qu'elle a raison, que c'est pas la peine de... Trump est en train de jouer un peu à useful idiot, comme dirait. C'est-à-dire qu'il fait le jeu de Poutine sans s'en rendre compte. Et il faut absolument rétablir le fait que les Américains ne sont pas tous d'accord avec Trump. Et que Trump, finalement, c'est un document qui, dans 1 an ou 2, sera complètement marginalisé. Étant donné que lui sera déjà marginalisé, parce que les midterms vont sûrement le sanctionner. Donc les républicains sont en train, pour une fois, de se réveiller. Ça a pris du temps, mais ils se réveillent. Pour le coup là, Patrick Duthart, on comprend ce que votre positionnement, mais pour le coup là, ce qu'il nous dit dans cette revue stratégique, c'est exactement ce que donc avait dit J.D. Vance à l'époque à Munich. Et en fait, on se rend compte qu'il couche sur le papier tous les derniers épisodes, notamment diplomatiques, qu'on a pu vivre ces dernières semaines, et qu'en fait, il suit son plan finalement. Alors est-ce qu'il n'est pas, évidemment, je ne sais plus lequel d'entre vous disait, mais enfin pourquoi on ne fait pas la même chose et pourquoi on ne va pas nous aussi répondre à Donald Trump? Est-ce que Kaja Kallas a raison de ce point de vue-là de tenter de calmer le jeu avec quelqu'un qui, semble-t-il, a quand même son plan bien en tête, quoi? Oui, mais de toute manière, ça ne sert à rien de remettre de l'huile sur le feu. C'est un constat. Il est dans la lignée de ce qu'il a présenté depuis son élection. Il n'y a pas beaucoup de surprises, mais on peut reprendre point par point. Il nous dit des choses qui ne sont pas totalement fausses. Hein. La natalité, par exemple. La natalité, c'est vrai que l'immigration, moi je suis pour, mais contrôlée, quoi. Je veux dire, quand ça devient incontrôlé, ça part dans tous les sens. Donc il y a des choses qui ne sont pas fausses. La suradministration, ça c'est vrai aussi. Si on veut accélérer les programmes de défense, d'armement, il faut qu'on allège l'administration, y compris en France. Donc ça c'est pas faux. Mais en fait, c'est diviser pour mieux régner, parce que l'Europe forte, c'est un problème pour les États-Unis. Ils parlent de déclin. Mais excusez-moi, mais avec Airbus, on ne décline pas, nous. C'est Boeing qui a décliné. Boeing, il y a eu des sacrés problèmes, et on reste leader mondial, malgré toutes les aides d'État. Ils ont récupéré pas mal, quand même, sur les derniers salons. On est à peu près... Ouais, ils ne sont pas sortis de l'auberge, je veux dire, quand même. Ça leur a coûté des fortunes. Et nous, on n'a pas on n'a pas bénéficié des aides d'État massives de l'État américain pour Boeing. Donc... on sait faire des choses en France, on n'a pas de complexe à avoir. Dans les centrales nucléaires, on sait faire parmi les meilleures centrales nucléaires au monde. On a des degrés d'expertise des voitures, on sait en faire quand même. Il n'y a pas que les Chinois qui savent en faire. Non, mais ce que je veux dire, il ne faut pas avoir peur. Et par contre, l'Europe, elle doit prendre conscience, et ça, quelque part, elle nous rend le service à nouveau. C'est qu'il nous faut une autonomie stratégique. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il nous appuie sur la tête, ou est-ce qu'au contraire, il nous parle avec bienveillance d'une Europe qui devrait réagir si elle devrait... Il fait un peu des deux. Il n'est pas contre l'autonomie stratégique. Il n'est pas contre que l'Europe s'occupe de sa défense. Il l'écrit même comme ça, mais à condition qu'on achète des armes américaines. Donc nous, notre réaction, alors en principe, il y a des tas de plans à Bruxelles et d'autres, de relancer l'industrie d'armement en Europe, mais il y a un énorme travail à faire. Alors je crois qu'un peu plus tard, vous allez nous parler de décisions qui auraient été prises dès 2027, je crois, que les Américains veulent que l'Europe prenne le leadership de l'OTAN dès 2027, c'est-à-dire dans moins de 18 mois. On en reparlera tout à l'heure. Donc évidemment, on est loin d'être prêt, mais l'avantage de ce document, c'est le wake-up call. Ah oui, absolument. Il faut qu'on se réveille. Et c'est comme ça, absolument, qu'il faut qu'on le prenne. Mais Malcolm Biga, est-ce qu'il ne s'adresse pas aussi... ça m'intéresse de savoir si aux États-Unis, Brigitte Hadès nous disait au sein même des Républicains, ça commence à chauffer quand même un peu pour Donald Trump. Est-ce qu'il joue aussi sur une forme de sentiment anti-européen, finalement, dans son propre pays, Donald Trump ? Donald Trump, il est très fort pour en fait jouer sur l'international quand ça ne va pas sur le national. On a eu un président américain aujourd'hui qui est impopulaire à cause de l'affaire Epstein, et du coup qui passe
sur l'international et qui va s'attaquer aux pays européens. À chaque fois, c'est sur ce double pied que le président américain joue. On ne le voit plus du tout, par exemple, sur on le voit moins sur la guerre en Ukraine, on le voit plus du tout sur le conflit israélo-palestinien. Et aujourd'hui, finalement, il faut trouver un autre bouc émissaire pour qu'on parle d'autre chose. Mais le président américain, quand il fait ça au niveau national, on voit bien que ça ne trompe pas. On a des élus républicains de son propre camp qui ne sont pas du tout d'accord dans ce document, parce que quand Donald Trump demande aux pays européens finalement de prendre leur propre leadership, du coup c'est un retrait, un repli des Américains. Et pour certains républicains, c'est quand même une perte d'influence si les États-Unis ne sont pas à la table des négociations. D'où ce rejet même au niveau national. Je voulais poser une question à Malcolm, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a, un sentiment de... J'ai l'impression que les Américains, depuis quasiment le début du XXe siècle, nourrissent un espèce de complexe d'infériorité vis-à-vis de la vieille Europe. Parce que plus de culture, parce qu'une base démocratique, parce qu'une base historique beaucoup plus fondée, beaucoup plus structurée. Et j'ai l'impression qu'en permanence, il y a ce sentiment de revanche côté américain et qu'il a évidemment ressurgi telle une résurgence furieuse avec Trump. Mais c'est de l'idéologie parce qu'on a passé les 15 derniers jours à dire de toute façon Trump il fait du business, tout ce qu'il veut c'est du business et tout ce qui l'intéresse c'est le business. On a l'impression que c'est quand même très idéologique là. Oui, alors c'est un vrai danger parce que le retour des idéologies, on sait ce que ça signifie. Tant que ça restait dans le mercantilisme, à la limite, bon, c'était gentiment honteux, mais ça pouvait passer, c'était compréhensible. Mais quand ça devient de l'idéologie, là, ça devient dangereux. Alors, je voudrais qu'on va s'intéresser à cette dichotomie peut-être entre les discours de Donald Trump et les discours de Vladimir Poutine au sujet de l'Union européenne. Vous avez entendu tout à l'heure Donald Trump qui disait, c'est l'extrait qu'on vous a passé après mon sommaire tout à l'heure, l'Union européenne, elle a été faite pour emmerder les Américains. Regardez ce que Elon Musk tweet à l'instant sur son réseau X. L'Union européenne devrait être abolie et la souveraineté revenir aux nations afin que les gouvernements puissent mieux représenter leur peuple. Il réagit évidemment à cette fameuse amende de 120 millions d'euros qui lui a été imposée par l'Union, et encore elle a été largement rogné cette amende. Ursula von der Leyen ne voulait pas que ce soit, je crois que c'était 3% à l'origine d'amende. Mais donc là, on voit qu'il y a une espèce de ça y est, le bouc émissaire, comme vous disiez tout à l'heure, c'est l'Europe. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que l'Europe est la plus grande puissance économique. Ils se sont réjouis que les Grande-Bretagne sortaient de l'Union européenne parce que ça affaiblissait l'Union européenne. Mais même comme ça, on a la plus grande puissance économique. Évidemment, vous avez raison. Ils veulent nous découpler des États. Ils veulent nous découpler de nous-mêmes, c'est-à-dire de nous-mêmes, ouais. Affaiblir les États pour qu'on soit plus une puissance. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il est clair que Poutine veut découpler les États-Unis de l'Europe, qui est une chose que l'Union soviétique a voulu depuis Staline, et que Trump est en train, comme un useful idiot qu'il est, de faire par sa bêtise. Et c'est vraiment une chose... On a retrouvé des extraits, alors qui ne sont pas vieux, parce que le premier extrait donc, qui concerne Donald Trump, il date du 23 septembre, il est à la tribune de l'ONU. Le deuxième extrait qui concerne Vladimir Poutine, il date du 2 octobre, il est à la conférence Valdai, vous savez. On vous les a collés parce que vous allez voir, c'est assez intéressant de voir effectivement comment ce discours-là, ces deux discours-là se fondent quasiment l'un dans l'autre. Écoutez. Je suis le président des États-Unis, mais je m'inquiète pour l'Europe. J'aime l'Europe, j'aime les Européens et je déteste la voir dévastée par l'énergie et l'immigration. Les questions fondamentales liées à l'identité européenne disparaissent. Elles sont érodées de l'intérieur. La migration incontrôlée provoque cela. Malcolm Biga, on est sur les mêmes thématiques, c'est-à-dire l'Europe va mourir de son immigration incontrôlée, en l'occurrence sur ces deux extraits-là. C'est assez impressionnant quand même. Mais c'est le même ton. Peut-être finalement que Vladimir Poutine et Donald Trump arrivent à voir la force de l'Europe que l'Europe ne voit pas elle-même. Comme ça a été dit, on est la première puissance économique, et quand on essaye finalement de séparer les Européens entre eux, c'est pour donner plus de puissance des deux côtés à la Russie et aux États-Unis. Pour du côté russe, c'est plutôt l'OTAN. Vladimir Poutine ne veut pas avoir plus de membres à l'OTAN, et donc finalement pour lui une force qui se rapproche de plus en plus de la Russie. Et de l'autre côté les États-Unis, on voit bien que on aimerait diviser peut-être pour mieux régner, avoir d'un côté l'Italie de notre côté et être en opposition avec la France et l'Allemagne. On voit bien que c'est les mêmes tons.
Et des deux côtés, on déteste cette fédération d'États qui en Europe finalement a la main. Parce qu'on est un caillou dans la chaussure ou parce qu'on est vraiment gênant ? Parce qu'en fait, on passe notre temps à dire l'Europe est trop faible, on ne réagit pas suffisamment, en fait, c'est trop dur quand on est à 27. L'Europe, c'est un grand concurrent. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est l'une des plaintes qu'il a, c'est notre excédent commercial, notamment de l'Allemagne, mais aussi de l'Italie et d'autres pays européens vis-à-vis des États-Unis. Il nous reproche d'être mercantilistes. Je crois quelque part, il dit ça. Mais le problème, c'est que les consommateurs américains, librement, choisissent des voitures allemandes, des vins français, etc. Et c'est la raison pour laquelle il nous a imposé des droits de douane de 15%. On a peut-être été trop faible cet été, mais il nous a vraiment imposé ces droits de douane, tandis que les produits américains, que les Européens n'aiment pas tellement acheter, à part les biens d'armement, mais peut-être que les choses vont évoluer tout doucement. Sauf qu'il méconnaît les intérêts même des États-Unis, parce que si notre balance commerciale est excédentaire vis-à-vis des États-Unis, en revanche, notre balance des services, et je reviens au numérique, nous dépensons des milliards de licences pour Windows, toute la Silicon Valley, tout ce qu'on utilise ici comme software, c'est principalement américain. Donc en fait, le marché européen, 450 millions de consommateurs solvables, à la différence de beaucoup d'autres régions dans le monde, c'est fondamental pour l'économie américaine. Donc il a un discours, anti-libre-échange tout à fait bizarre, contraire à ce qu'on attendait des États-Unis. Il a dit que l'Europe avait été faite pour emmerder les États-Unis. C'est ça, je me permets de le dire, parce que c'est vous qui nous avez mis sur la piste, cher Bénédicte. Mais en réalité, dans les années 50, qui a largement soutenu la création, non pas de l'Union européenne à l'époque, mais le charbon et l'acier, puis le marché commun, ce sont les administrations américaines, les unes après les autres. Jean Monnet était un grand ami de Roosevelt. Là, on est quand même sur un on voit bien qu'on est moi, ça m'a beaucoup frappé sur la semaine qui vient de passer, on est sur une espèce de changement de paradigme quand même, sur je cherche le mot, mais sur la représentation, sur ce que représente l'Europe au sein du dossier qui nous occupe tous, c'est-à-dire la sécurité européenne, le dossier ukrainien et donc la sécurité européenne. Il ne faut pas se tromper, si je peux me permettre de le répéter, il y a quand même une constante dans la doctrine américaine, c'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord avec ce que disait Vincent tout à l'heure sur le complexe d'infériorité qu'auraient pu avoir les Américains par rapport à l'Europe. En tout cas, l'Amérique, depuis 1945, elle a quand même un sacré complexe de supériorité. C'est une énorme puissance, le premier budget militaire au monde, etc. Et puis l'Europe était complètement dévastée après 1945. Donc en réalité, chez tous les président américain, il y a quand même le sentiment, quand il dit America First, je pense que tous les présidents américains disaient toujours America First. Simplement, ils étaient plus polis. Et ils parlaient des alliés européens, mais ils avaient bien clairement l'intention d'afficher leur leadership. Dans l'OTAN, le terme de leadership était toujours employé. Alors, ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on retrouve du langage qu'on pensait révolu de la part de l'Amérique, du langage du 19e siècle. On parle maintenant de sphère d'influence, un peu comme ce que veulent faire les Chinois en Asie du Sud-Est, ce que faisait Brejnev dans toute l'Europe de l'Est, et Staline, évidemment, une sphère d'influence. Oui. Et on retrouve même, c'est pour ça que je voulais parler d'Amérique latine, la doctrine Monroe, qui réserve tout l'hémisphère occidental, c'est-à-dire l'Amérique latine, à la domination américaine. Alors ici, nous, on réagit en tant qu'Européens, mais j'aimerais bien avoir les réactions des Brésiliens. Non, mais c'est vrai, on en a fait une émission il y a 15 jours. Et de bien d'autres. C'est évidemment passionnant. Mais il faut le lire. Ouais. En gros, il estime, c'est un peu ce que disaient les Britanniques au 19e siècle, il faut que la marine britannique soit supérieure aux deux autres puissances maritimes qui la suivent. C'était ça. Alors, en gros, ce qu'il vous explique pour l'Amérique latine, c'est que les États-Unis doivent être le premier partenaire. Il est hors de question que les Latino-Américains aient d'autres partenaires. Là, on vise la Chine, en fait. Parce qu'en fait, dans le monde d'aujourd'hui, c'est la Chine qui est le premier vendeur et le premier acheteur de beaucoup de ces pays latino-américains. Ouais. Mais on en a beaucoup. Je voudrais qu'on reste quand même sur notre thématique entre l'Europe, les États-Unis et la Russie. On a fait une émission là-dessus, effectivement, où c'était tout à fait passionnant de voir comment, justement, ils voulaient garder une sphère d'influence et sortir la Chine et la Russie, d'ailleurs, de l'Amérique latine. Mais sur ce qui concerne, et notamment le dossier de négociation en cours pour ce sujet de l'Ukraine et donc de la sécurité européenne, il y a quand même des choses qui sont très frappantes. Je me tourne vers vous, Général Dutartre. Cette semaine, on a donc Steve Witkoff et Jared Kushner qui sont partis voir Vladimir Poutine.
Poutine, et qui devaient s'arrêter à Bruxelles en revenant pour potentiellement rencontrer Volodymyr Zelensky. L'avion n'a pas du tout fait escale à Bruxelles. Ils sont retournés direct à Miami pour aller discuter avec les Ukrainiens. Pourquoi ? Il y a des choses quand même qui sont... Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait rien à dire. Mais non, parce qu'ils sont revenus de Moscou avec un plan en 27 points. Alors que non, mais c'est parce qu'il n'y avait rien à dire. Ils n'ont rien obtenu. Ils n'ont rien obtenu. Ils se sont fait humilier. Les Américains se sont fait humilier. Ils se sont fait humilier. Ils ont attendu 3h30 que Poutine les autorise à rentrer. Il n'y avait aucun diplomate. Que ce soit Lavrov côté russe ou que ce soit Marco Rubio côté américain. Poutine a évoqué, il y a 3-4 dossiers qu'on a évoqués comme ça, qui étaient des contrats, en fait, des projets de coopération économique, mais sur le fond de dossier, ça n'a pas avancé. C'est très bien que le président Macron rejoigne aussi Londres lundi pour Keir Starmer et le président allemand, pour que, le chancelier allemand, pour qu'ensemble, ils continuent cette unité. C'est hyper important. En fait, ils nous font, on n'a pas le choix, émerger cette Europe autonome, cette Europe de la défense, qui n'était pas prévue pour ça. Mais on est poussé par les Russes, on est poussé par les Américains et le cas échéant par les Chinois. On n'a pas d'autre solution. Et donc on est les empêcheurs de tourner en rond. Et on peut en être fiers. Mais ça agace Moscou, ça agace Washington. Les Chinois ils s'en foutent. Mais on peut en être fiers sur le papier, mais est-ce qu'on peut vraiment les empêcher de tourner en rond ? Ah oui, mais oui. On est, comme vous disiez très justement, on est 450 millions de consommateurs solvables. Vous avez tout à fait raison, monsieur l'ambassadeur, de le rappeler. Mais moi j'attends que on sorte nos software, nos iPads européens. Il est temps qu'on se débarrasse de tout ça et qu'on ait une autonomie. Parce qu'en matière d'espionnage, on parle d'espionnage, mais vous imaginez, c'est incroyable. Revoyez le film Snowden. Snowden, il y a 30 ans. Et je peux vous dire que c'est éloquent. On est écouté en permanence. Je titille exprès et je veux qu'on puisse vraiment débattre de ça, parce que ce matin, moi, quand j'ai ouvert la presse, je suis tombée sur Le Monde, donc le papier du Monde, je ne sais pas si vous l'avez lu. Le papier du Monde ce matin, franchement, il est assez édifiant. L'Europe humiliée, je crois qu'on l'a, on va vous le mettre. Comment les États-Unis humilient l'Europe, alliés ignorés et humiliés, par l'administration Trump. De fait, troisième jour de négociation à Miami. Alors qu'au contraire, on sauve les fesses en permanence de Trump, les Européens. Après Anchorage, heureusement qu'il y a eu le sommet de Washington pour remettre un petit peu tout sur les rails, parce que sinon ça partait n'importe comment, parce que Trump était empêtré dans des négociations qui n'avançaient pas, rien ne s'était passé à Anchorage. Même chose la semaine dernière, ce sont les Européens qui, en ramenant un plan à 17 points, ramènent du réalisme, de la réalité et éventuellement un espoir de faire la paix un jour et un cessez-le-feu. Sans les Européens, il ne peut rien faire. Et nous, à la vérité, si nous étions vraiment totalement cyniques et pragmatiques... Est-ce qu'il veut faire quelque chose ? Parce que là, les deux rentrent de Moscou. Ils sont complices, ils sont dans une... Le plan de 17 points est devenu en plan 27 points et Genève n'a jamais existé. Ils sont dans un alignement à la fois mercantiliste et idéologique qui est tel que maintenant ils sont de fait complices. Maintenant, si nous étions totalement pragmatiques et cyniques, laissons les Américains se compromettre avec les Russes. Laissons-les aller dans le mur jusqu'au bout. Et puis on verra bien le jour où peut-être le régime de Poutine s'effondre, ou dans 11 mois, parce que les midterms c'est dans 11 mois. Les choses peuvent radicalement changer aux États-Unis. Là, nous tirerons les marrons du feu. Mais laissons les États-Unis poursuivre dans leur erreur. Mais en même temps, on ne peut pas abandonner les Ukrainiens. C'est ça. Ah mais non, mais à nous de les soutenir pendant 11 mois. À nous de les soutenir pendant 11 mois. C'est pour ça que le général parlait du renseignement. On a toujours besoin, pour l'instant en tout cas, de la logistique et du renseignement américain. Donc, pour l'Ukraine en tout cas, c'est quand même assez indispensable. Donc, on ne peut pas faire comme si les contacts entre Washington et Moscou n'existaient plus, que ça ne nous regardait plus, parce qu'il faut qu'on continue à défendre l'Ukraine, parce que la sécurité de l'Europe se joue aujourd'hui en Ukraine. Et puis on a aussi d'un président américain qui dit, comme le président russe, qui brosse les extrêmes droites européennes dans le sens du poil. Ils sont très bons connaisseurs de la politique européenne, ils savent très bien qu'il y a des échéances électorales également. Enfin, je veux dire, tout ça, ça rentre en ligne de compte aussi. Oui, parce qu'au lieu d'être alignés, comme on devrait l'être, les États-Unis et l'Europe, sur le problème russe, qui est finalement un problème aussi chinois, parce que le chinois, finalement, il a vassalisé complètement le russe. Et donc, c'est deux puissances qui devraient s'affronter, c'est-à-dire la Chine avec un vassal russe, et peut-être aussi les Indiens et les Iraniens. Et nous, l'Europe, les États-Unis. Donc là, il fait le jeu du chinois, finalement, de Xi,
qui veut affaiblir l'alliance occidentale. Et donc, ce qui est important, c'est effectivement de se dire que les Européens, en fait, on ne va pas non plus voir les États-Unis s'en aller vite fait, parce qu'ils ont besoin, on leur achète l'intelligence, les renseignements, on leur achète des armes. Il est très content qu'on leur achète des armes. Et le numérique. Et donc, et le numérique, mais aussi sur le plan. Donc, il va jamais. C'est une posture absurde il va revenir en arrière comme souvent. Je voudrais que vous écoutiez Lucas Manger, vous le connaissez tous, il est très souvent sur ce plateau. Lucas Manger, il est grand reporter, il est brillant, il fait beaucoup de sujets à l'étranger. Et hier soir, il était sur le plateau avec Anne Niva. Écoutez ce qu'il disait. Le fait qu'un document officiel émis sur le site de la Maison-Blanche aujourd'hui reprenne quasiment mot pour mot des argumentaires que Vladimir Poutine tenait au début de l'invasion en Ukraine, c'est-à-dire l'Europe ne fait plus d'enfants, l'Europe n'est plus chrétienne, l'Europe des homosexuels, des LGBT, l'Europe qui est envahie par les étrangers. Ce discours civilisationnel, il est aujourd'hui écrit noir sur blanc par la Maison-Blanche, et je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter du fait qu'aujourd'hui, l'administration de Trump, reprenne le narratif de Vladimir Poutine sur l'Europe occidentale. C'est-à-dire qu'il y a une convergence de points de vue qui devrait nous inquiéter au plus haut point. C'est ça, Malcolm Bigal, l'affaire. C'est effectivement cette convergence de points de vue entre deux pays qui sont effectivement des pays qui sont a priori historiquement pas tout à fait alignés. Et pourtant là, on s'aperçoit, et encore une fois, il faut garder en tête nos échéances électorales, etc., etc. Non, mais bien sûr, quand on voit cet alignement, c'est assez troublant. En plus, c'est un ton qui n'est potentiellement pas très objectif. Quand Donald Trump parle d'une chute de la natalité, en fait, les États-Unis sont également touchés par cette chute de la natalité. C'est quelque chose qui est global. Et les Russes aussi. Et les Russes aussi. Donc c'est quelque chose qui ne touche pas foncièrement l'Europe, la France. C'est un problème global. Trump parle de la répression des opposants politiques. Je pense qu'il nous a donné en un an un exemple des humoristes à des journalistes qui sont mis de côté parce qu'ils ont osé critiquer le président américain. Contre les médias, etc. Ouais. Exactement. Donc on voit bien que quand même dans cette critique, dans ce alignement de tout entre les deux camps, il y a quelque chose d'assez invraisemblable. Il y a quand même sur ces négociations, justement, on sent bien que les Américains jouissent quand même pas mal du fait d'avoir, d'après d'après leur propre volonté de tenir le stylo. Enfin, et on peut écouter ce que disait ce que dit le représentant permanent des Américains, des États-Unis, auprès de l'OTAN, après donc ce round de négociations à Moscou face à Vladimir Poutine. Écoutez. Vous savez, nous sommes proches, plus proches que nous ne l'avons jamais été de la paix. Et c'est une situation, comme a dit le président Trump, c'est une situation compliquée à gérer. Il faut trouver le bon équilibre. On ne peut pas nier qu'il y a une volonté d'effacement total des Européens. Et ça va même plus loin. On a appris, parce que je parlais de tenir le stylo tout à l'heure, qui tiendrait le stylo si un jour il y avait un accord de paix? Écoutez, c'est Utchakov qui nous donne l'info. Poutine connaît bien Witkoff. Il l'a déjà rencontré 6 fois et leur conversation était vraiment amicale. Ils se comprennent dès les premiers mots. Une nouvelle personne s'est jointe à eux et je dirais qu'elle s'est avérée très utile. Car elle a ajouté un élément complémentaire au charme et à la convivialité de Witkoff. Je pense personnellement que dans une large mesure, si un plan de réglementation continue d'être élaboré sur le papier, c'est M. Kouchner qui sera en grande partie chargé de le mettre en œuvre. En tout cas, on les ennuie. Sérieusement, pardonnez-moi, juste, Vincent, on a donc un monsieur Whittaker qui nous explique que tout est formidable parce qu'on est très très proche de la paix et qu'on a ramené un plan en 27 points, on a rajouté quelques points. D'ailleurs, on n'a pas tellement le détail sur ce qu'ils se sont dit entre eux. C'est formidable, on est très très proche de la paix. Et derrière, on a un négociateur russe, Yuri Utchakov, qui nous dit en plus c'est formidable parce qu'on a découvert un personnage génial, en l'occurrence Jared Kushner, qui est donc le gendre, on l'a dit et redit, de Donald Trump. Et c'est lui qui signera tout ça. Et vous verrez, il sera faiseur de paix. Oui, parce que Jared Kushner est bien meilleur homme d'affaires que Witkoff, en fait. C'est ça. Ah bah oui. Witkoff, c'est juste un marchand de biens qui a réussi à Manhattan en achetant de manière vile certains terrains, en expropriant des pauvres, etc. Jared Kushner, c'est quand même quelqu'un, en termes de business international, qui a un peu plus d'ampleur. Voilà, mais ce sont deux crocos, en fait, qui, dans le même marigot, si j'ose dire. Non, mais on parlait de qui tient le stylo, en fait. C'est Poutine qui tient le stylo des Américains.
Bientôt, dans 3 mois, on aura des communiqués de la Maison-Blanche en cyrillique. Pourquoi pas, puisque finalement, ils ont bien fait un copier-coller il y a une dizaine de jours. Donc, des russismes. Voilà. Mal traduits. Donc voilà où on en est. Et effectivement, donc Patrick le disait tout à l'heure, les émissaires américains à Moscou la semaine dernière, il n'y avait pas de diplomates. Et en face, ils avaient un Yushakov qui est un type qui est extrêmement expérimenté. Ils avaient Dmitriev aussi qui a beaucoup plus d'expérience internationale que Witkoff et qui Kouchner. connaît très très bien les États-Unis pour avoir qui connaît quasiment mieux les États-Unis que la Russie puisqu'il y a été formé, il y a fait toutes ses études et une partie de sa carrière professionnelle aussi. Simplement, le crayon européen. Ce qui est amusant, c'est que dans le fameux point, le premier plan, là, 28 points ou 29 points, on parlait de l'Europe tout le temps. Il y avait les 200 milliards d'euros qui sont dans les banques européennes, notamment belges. On disait aussi que l'Ukraine devait reprendre les textes européens sur les non-discriminations. On évoquait l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. On disait que l'Europe devait aider aussi à la reconstruction de l'Ukraine. Donc on parlait un peu partout de l'Europe, mais sans nous impliquer. Et c'est pour ça que les Européens se sont réveillés à Genève et à Londres, mettant le pied dans la porte à Genève. Donc, en réalité, on voit bien que même quand les Russes et les Américains parlent seul à seul, ils pensent à l'Europe et ils veulent imposer un rôle à l'Europe. Et l'Europe s'est réveillée avec notamment ces garanties qu'on pourrait apporter à l'Ukraine. Et l'Ukraine compte beaucoup sur l'Europe pour qu'on continue à être à leur côté pour les aider dans cette négociation très difficile. Alors l'arme négociation qui n'aboutit pas parce que on continue à exiger des Ukrainiens qui se retirent de territoires sur lesquels les Russes n'ont pas réussi à les dominer par la force. Alors l'arme en question, vous avez évoqué, ces centaines de milliards qui sont dans les caisses européennes, en tout cas dans une banque européenne, c'est les fameux avoirs russes, effectivement, ces milliards qui sont rassemblés à Bruxelles principalement et qui pourraient servir à pallier donc le manque d'aide américaine. Alors bien entendu, c'est pas si simple que ça. On va y revenir longuement. Mais d'abord, Kadi, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi on parle ? Alors, c'est une somme une coquette somme, si on peut dire, 235 milliards d'euros d'actifs russes gelés dans l'Union européenne. Regardez, c'est écrit là. 210 milliards rien qu'en Belgique. Pour ce qui est de la répartition, vous allez voir, l'essentiel est en Belgique. Le reste est disséminé un peu partout en Europe. C'est plus que le budget annuel de l'armée russe. C'est plus que toutes les sanctions combinées depuis le début de la guerre, c'est-à-dire 2022. C'est de loin l'arme financière la plus lourde, la plus immédiate et la plus douloureuse que l'Europe a entre les mains contre la Russie. Dès le début de cette guerre en Ukraine, ces actifs russes ont donc été bloqués. Depuis 2023, les intérêts, c'est-à-dire 1,5 à 2 milliards par an, sont pris et donnés à l'Ukraine. Pour l'essentiel, ces fonds sont destinés à acheter des armes, tout ce qui est munitions, etc. La Belgique, évidemment, n'a pas été choisie par hasard. Vous l'évoquiez, c'est la société Euroclear qui gère tout ça. Et ce n'est pas n'importe quelle banque. Euroclear, c'est le coffre-fort de la planète finance. Elle gère plus de 42 500 milliards d'euros d'actifs pour des milliers d'institutions financières dans plus de 120 pays. Bénédicte. Alors ça, c'était au début. Oui. Là, on a changé en fait de paradigme. On tente de changer de paradigme et c'est là que ça coince. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de ne prélever uniquement les intérêts de ces avoirs, mais de prélever beaucoup plus que ça. Et absolument, le capital directement. D'ailleurs, en mars dernier, on en a parlé en France, puisque l'Assemblée nationale s'est penchée sur la question et a d'ailleurs adopté 288 voix pour, 54 contre, 132 abstentions. C'est dire combien le sujet est délicat. Une résolution non contraignante qui appelait donc à saisir ces actifs russes pour aider l'Ukraine, la reconstruction également. Oui. Les débats étaient particulièrement vifs. D'ailleurs, écoutez ce petit extrait qui date donc de mars dernier. Ce que nous proposons, c'est de mobiliser les avoirs gelés qui sont aujourd'hui à notre disposition. Les macronistes et la gauche s'agitent en faisant une formule magique, comme si, et d'ailleurs ils veulent faire croire aux Français en fait qu'on pourrait faire la guerre à la Russie sans que ça coûte un centime aux Français parce qu'il y aurait une caisse magique, il y aurait un magot caché. Voilà, donc il y avait une petite guéguerre déjà interne en France, rien qu'en France. C'est donc la nouvelle option qui est sur la table. Bénédicte, vous l'expliquez. On touche au capital lui-même. Là, il s'agit de 185 milliards d'avoirs russes qui arrivent à échéance là, fin 2025, donc on y est, et qui deviennent de l'argent liquide, puisqu'on parlait d'actifs.
L'Union européenne veut donc utiliser une partie de ces liquidités pour financer ce nouveau prêt, 140 milliards d'euros pour l'Ukraine. L'idée, c'est évidemment de dire que Kiev ne rembourse que si la Russie paie les réparations. À défaut, bien, on garde le magot, si je puis dire. La Russie, elle paye les réparations si elle a perdu la guerre. Donc, évidemment. Alors, il y a un problème, c'est que le Premier ministre belge ne veut pas, enfin la Belgique ne veut pas. On va essayer de démêler tout cela, et notamment avec un professeur de droit qui nous attend en ligne, Daniel Minguy. Merci d'être avec nous. Avant de vous poser la question, je voudrais qu'on écoute le Premier ministre belge justement à ce sujet. Je veux, avant qu'on lâche les milliards de M. Poutine, je veux voir de tous les États membres un contrat qui dit si ça tourne mal, moi je suis responsable pour X% de l'opération et je vais immédiatement verser à la Belgique la liquidité nécessaire. Jusqu'à présent, il n'y a qu'un État qui a dit, pas encore fait, qui a dit d'être prêt à le faire, c'est l'Allemagne. C'est un grand pays, mais c'est le seul. Tous les autres, quand je parle de ça, ils regardent leurs chaussures ou le plafond de la salle de réunion et disent oh là. Il a raison. Non, alors voilà, il faut partager les responsabilités, c'est ce qu'il dit. Daniel Minguy, donc, vous êtes professeur à l'école de droit de la Sorbonne, l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. C'est intéressant parce que cette question des avoirs russes gelés, elle tourne depuis évidemment extrêmement longtemps. Si la Belgique, puisque c'est là que sont l'essentiel de ces fonds, si la Belgique donnait son autorisation à l'utilisation de ces fonds, soit pour garantir un prêt à l'Ukraine, soit pour justement aider l'Ukraine à financer sa guerre, elle risquerait quoi ? C'est quoi ? Ce serait de la spoliation en fait ? Oui, à bien des égards. Dans la mesure où si ces fonds sont gelés, c'est sur la base d'un règlement européen qui a été adopté et modifié sur la base du règlement de 2014 et qui a été très largement modifié dans tous les trains de sanctions depuis 2022. Et ce gel de fonds, il dit bien ce qu'il signifie. Enfin, c'est une signification immédiate, c'est une forme de congélation de ces fonds. Ces fonds sont congelés, on ne peut pas y toucher. Il est impossible pour un créancier quelconque de la Russie de les saisir, sauf hypothétique décision judiciaire qui condamnerait la Russie, qui pour l'instant n'existe pas. Et dans ce règlement européen, il est dit également que les intérêts produits par ces fonds gelés sont également gelés par accessoire en quelque sorte. Donc le principe, c'est que ces fonds sont intouchables. Ça a du reste déjà été décidé il y a plus de 10 ans par la Cour de justice de l'Union européenne dans une affaire Instrobel qui concernait les relations déjà entre une société belge de construction et les fonds irakiens à l'époque. Donc sur le principe, c'est strictement impossible. Il se trouve que le droit peut à peu près faire tout. Il suffit de le décider et que en février, donc vous l'avez rappelé, il y a eu un projet de résolution de l'Assemblée nationale pour un projet de confiscation de ces fonds qui faisait suite lui-même à un projet de résolution votée par le Parlement européen. Et en 2024, déjà, le règlement en question avait été modifié pour permettre, alors à une condition, c'est que le Conseil européen en décide ainsi, au moins les intérêts puissent être utilisés. Et l'un de vos journalistes l'a rappelé à l'instant, effectivement, depuis 2 ans, les intérêts produits par ces fonds gelés. Alors, on a dit, il y a des chiffres extravagants qui circulent. 235 milliards d'euros. Sur ces 235 milliards d'euros, 210 environ seraient localisés en Belgique. Et sur ces 210, 185 milliards d'euros, j'ai dit milliards d'euros, sont des créances en fait de la Fédération de Russie sur cette chambre de compensation Euroclear. Euroclear, ouais. Et donc peuvent être payés d'ici très peu de temps. Et donc à partir du moment où ces fonds sont transformés, il serait question de les utiliser. Alors, les utiliser comment ? Donc les saisir, les confisquer, on voit bien que c'est pas possible. Ouais. En revanche, le projet belge consisterait à utiliser ces fonds pour fournir un prêt à l'Ukraine, mais qui, bien entendu, ce prêt devrait être garanti, peut être garanti soit
par les fonds russes, mais là, il y a une difficulté, parce que si l'Ukraine cesse de payer à un moment ou à un autre, on va saisir ces fonds russes, et on est toujours dans la même logique selon laquelle le droit de propriété de ces créances russes ne peut pas faire l'objet d'une réparation. Et donc, il faudrait que les États soient cautions. C'est ça. Et les États soient cautions, ça, ce sont des décisions souveraines, et pour l'instant, ça achoppe. Alors voilà, c'est la question que j'allais vous poser, parce qu'en fait, Brigitte Hadès, il y a effectivement, parce que les États européens pourraient convenir effectivement d'être solidaires devant cette décision-là. La problématique, c'est d'ailleurs, il nous le dit le Premier ministre belge, il dit tout le monde regarde ses pompes, en gros, et personne n'a envie de s'y mettre. Alors sauf la Norvège et l'Allemagne qui sont plutôt ouverts à ça. Mais en fait, ça ne serait pas partager les responsabilités, c'est que ça créerait un précédent en fait. Oui, mais d'un autre côté, nous sommes en état de quasi-belligérance. Et c'est absurde d'utiliser des lois comme si nous étions dans une civilité avec un pays qui est en guerre et qui nous menace directement. Et c'est le meilleur moyen de l'affaiblir. C'est une folie de se retrouver dans des espèces de discussions comme ça, alors qu'on a le droit d'exproprier. Quand on est dans un État souverain, on a le droit d'exproprier. Ça fait partie des droits d'un pays souverain. Donc en fait quoi ? On est quoi, Général Duterre ? On est mort de cet argent, en fait, on est mort de c'est ridicule. C'est-à-dire que nous, on continue à respecter les règles internationales, que quelque part on s'est même imposé. On est les seuls à jouer le jeu. Les Américains font ce qu'ils veulent, les Russes font ce qu'ils veulent, les Chinois plus ou moins, et nous, on joue le jeu comme s'il ne se passait rien. Mais comme vous dites très justement, on est quasiment en état de guerre. Et donc, de quel droit on va maintenir ces réglementations ? Il suffit de les changer. Je veux dire, on ne peut pas les changer parce qu'on a le droit. On a le droit, on est des pays souverains, on a le droit de l'exproprier. Je suis non seulement diplomate, mais aussi juriste. J'ai passé 15 ans au Conseil d'État. Donc c'est tout à... C'est pire. Vincent, le bon copain. Ça devient grave, total. Je régule. Non, mais ça devient grave. C'est quand même l'honneur des Européens d'être une Europe de droit, un État de droit. Donc on s'interroge sur le droit, c'est normal. Idéalement, dans un monde, il faudrait une résolution du Conseil de sécurité. On a déjà fait que Saddam Hussein. Et il y avait une résolution du Conseil de sécurité pour geler, et non seulement geler, mais s'approprier les fonds de Saddam Hussein et sa famille par résolution du Conseil de sécurité unanime pour la reconstruction de l'Irak. Donc juridiquement, c'est le Conseil de sécurité. Mais évidemment, avec la Russie qui bloque le Conseil de sécurité, elle ne va jamais se viser dans le pied. Donc il faut trouver des solutions imaginatives. Ceci dit, j'ai quand même une compréhension pour la Belgique qui souhaite une garantie collective des Européens. Et donc, que l'Allemagne a montré le chemin, il faudrait que les autres pays européens, c'est une décision européenne, et on a bien parlé de règlement européen. Réunion à Londres lundi. Voilà. Peut-être qu'il y aura quelque chose. Attendez, je crois que Vincent il y a aussi des fonds d'ailleurs au Royaume-Uni. C'est en dehors de l'Union européenne. Évidemment, ça fait sens. Tous les Européens devraient être solidaires de la Belgique en l'occurrence. Mais là, vous voyez, on est tout ce que nous reproche ou ce que flèche à la fois Trump et Poutine concernant les Européens. Je vais dire un gros mot. Non, je ne vais pas le dire. Nous sommes des C-molles, grosso modo. Non, et c'est exact. Oui, je ne le dis pas, mais je le pense. Je le pense. Mais c'est exactement ce qu'ils nous reprochent. C'est exactement ce dont ils nous accusent. Et c'est exactement ce que l'on montre jour après jour. Oui, il faut créer jurisprudence. Les budgets sont à l'os. Les budgets européens sont à l'os. Le budget français est à l'os. Les centaines de millions, les milliards que nous donnons à l'Ukraine pèsent aussi sur notre budget, et tant mieux parce que nous sommes solidaires d'un pays européen, mais néanmoins nous devons saisir ces avoirs. Et le fait prime le droit, on est quasiment en guerre, maintenant ça suffit. Et puis surtout que les Américains n'y vont plus, ça Brigitte nous l'a expliqué tout à l'heure, les Américains n'y vont plus, à part nous vendre des armes à nous, on les donne à l'Ukraine, ils n'y vont plus. Et alors justement, puisque ça permettrait aussi de se débrouiller sans les Américains. Et ça assurerait 2 années de soutien militaire à l'Ukraine. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, est-ce qu'on va devoir se débrouiller sans les Américains d'ici 2 ans? Est-ce qu'il y aura un commandement européen de l'OTAN un jour? Est-ce que des capacités de défense majoritairement européennes, ce serait possible? Pourquoi on dit ça? On dit ça parce que c'est des responsables du Pentagone qui ont évoqué en off à des diplomates la semaine dernière qu'effectivement les Américains avaient bien envie, peut-être pas de se désengager tout de suite, mais en tout cas que l'on prenne notre part. Donc ils donnent la date de 2027. Brandon Warrett, merci d'être avec nous. Une OTAN sans les États-Unis, ça donnerait quoi? Bonjour Bénédicte, déjà on le rappelle, au total, vous le voyez sur cette carte, 32 membres pour l'OTAN, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. Il y aurait des conséquences importantes, déjà notamment en ce qui concerne le budget
et le programme, puisqu'aujourd'hui, 2024, c'est 4,6 milliards d'euros pour l'OTAN au total. Regardez la contribution américaine, eh bien c'est 1 milliard 100 millions au total, c'est 16% du budget et du programme de l'OTAN en 2024. Donc première proposition et première conséquence. Et puis la proposition sans doute la plus importante en cas de disparition des Américains pour cette OTAN, ça concerne les puissances nucléaires avec le nombre d'ogives. On voit sur cette carte les 10 pays qui possèdent l'arme nucléaire aujourd'hui. Regardez si on se concentre sur les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Vous le voyez, 3700 ogives nucléaires pour les États-Unis en 2024. Il ne resterait plus que la France et le Royaume-Uni, 290 d'un côté, 225 de l'autre. Et puis, cette question, quelles conséquences, notamment en termes d'hommes, de militaires engagés? Aujourd'hui, au total, en service actif, pour l'OTAN, c'est 3 300 000 soldats. Et vous avez ce chiffre, notamment de soldats américains. C'est le plus gros contingent, 1 400 000 au total, donc il y aurait des conséquences majeures. Et puis, ce qui est intéressant de regarder, c'est le nombre d'équipements importants du côté des États-Unis qui sont déployés pour l'OTAN. Ces équipements critiques, c'est 70% au total, ces hélicoptères ou ces appareils de ravitaillement en vol. Ça, c'est pour les chiffres directement militaires, mais il y a aussi des conséquences en cas d'exclusion du côté des États-Unis de cette organisation. Ça concerne les postes importants, puisqu'aujourd'hui, 5 postes sur 9 de commandement de l'OTAN sont occupés par des Américains. Ça concerne notamment le commandant suprême des forces alliées en Europe. Donc, quoi qu'il arrive, si demain, Donald Trump ou après-demain décide de quitter cette organisation, il y aura des conséquences importantes directes. Merci beaucoup, Brandon. Alors, ça serait plutôt demain que après-demain, puisque d'après les fuites, en tout cas, du Pentagone, les États-Unis viseraient 2027. Nous, on explique que 2030, ça serait quand même un petit peu plus raisonnable. Est-ce que, Général Dutartre, combler les lacunes de nos défenses aériennes, de nos drones, de nos capacités en cyberguerre, de nos munitions, tous ces autres domaines-là, d'ici 2027, on sait faire? Non, mais la question ne se pose pas tout à fait dans ces termes. Déjà, vous enlevez les 1,3 million de soldats américains. Il y en a 300 000 en Europe. Il n'y en a pas 1,3 million. Oui. Il y en a 300 000, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Deuxièmement, à mon sens, il est hors de question que les Américains quittent l'OTAN. Ce n'est pas leur intérêt. C'est la plus grande force militaire de l'histoire. Il serait absurde, ils se tiraient une balle dans le pied que de quitter l'OTAN. Donc, qu'ils baissent un peu leur contingent. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment baissé. En fait, Donald Trump, il avait souvent dit il faut qu'on quitte l'OTAN, mais en fait, l'idée, c'était de dire il faut que les Européens prennent leur part. Ce qui n'est pas complètement surréaliste. Mais exactement, voilà. Ils nous rendent service. On n'a pas le choix. Il faut le faire. Et s'agissant des commandements, ça, vous savez, un général américain, un général français, un général anglais, ça, c'est pas très compliqué. Mais c'est même pas non plus leur intérêt. Donc, comme le président Macron d'ailleurs, mais moi je le pense, on doit avoir un pilier européen autonome au sein de l'OTAN. Mais quand ils donnent la date, ils font fuiter la date de 2027. Quand ils font fuiter la date, on vous demande, c'est tout simplement un gras de papier. Je peux vous dire, en général, dit tiens, fais-nous une fiche sur qu'est-ce que ça donnerait l'OTAN sans les Américains en 2027. C'est ça. Ils nous disent pas c'est comme ça que se passe dans l'état-major. C'est pas le truc de se dire ok, ils sont déjà effectivement un petit peu à l'os et on va les mettre sur le flanc des. Mais non, pas du tout. C'est veut dire et faites-moi une petite étude pour un désengagement en 2027. Je vous signale d'ailleurs que la question n'est pas nouvelle, déjà pendant le premier mandat, et il me semble, et je parle sous votre contrôle, que le Congrès des États-Unis a estimé, démocrates comme républicains ensemble, que les États-Unis ne pourraient pas quitter l'OTAN sans qu'il y ait un vote au Congrès des États-Unis. On ne peut pas, ça ne se fait pas. On voit, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'atlantistes Mais pardon, je vais y aller franco. Pourquoi, quel est l'intérêt des Américains à rester dans l'OTAN? Nous avons deux axes, les Chinois et la puissance occidentale. Et tout d'un coup, ils se coupent en deux. Tout d'un coup, les États-Unis, au lieu d'être une puissance renforcés grâce à l'Europe, l'Union européenne et l'OTAN, tout d'un coup deviennent minuscules, tout petits par rapport aux Chinois qui ont les Russes et qui ont d'autres, qui ont l'Iran et autres, tout sous prétexte que M. Trump a décrété que nous étions une puissance en déclin ou je ne sais quoi.
C'est une absurdité. Le pauvre Trump, il est complètement roulé dans la farine. Pour aller dans le même sens, la grande menace, c'est la Chine, d'après ce document. Oui. Et quelque part, à propos de la Chine et de l'Extrême-Orient et de l'Indo-Pacifique, il demande aux alliés des États-Unis, et là, il vise aussi l'Europe, pas seulement le Japon, l'Australie, mais de soutenir la position américaine par rapport à la Chine, sur les exportations démesurées de la Chine, sur le vol des technologies, sur toutes ces questions-là. Il considère que les Européens devraient être solidaires des États-Unis par rapport à la Chine. Vous voyez, il y a une contradiction interne globale. Donc, ils ont intérêt à garder l'OTAN. Nous, d'ailleurs, après le 11 septembre, les premiers à y aller, c'était les Français et les Anglais, aux côtés des Américains. Donc ça, ils ne l'oublient pas. C'est totalement prématuré. Qu'il y ait des vagues études, une petite fiche qui est préparée, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin, à mon sens. Alors, un dernier Non, je voulais dire exactement la même chose que Patrick, c'est qu'en termes de solidarité, ils ont besoin de nous aussi. Évidemment. Et on a été les premiers, effectivement, à être à leur côté. On les a accompagnés en Afghanistan, alors que c'était vraiment casse-gueule. On a perdu énormément d'hommes en Afghanistan aussi à leur côté. Donc, ils ont aussi besoin des Européens, des Turcs, des Japonais, des Canadiens, et de toutes les forces alliées qui peuvent leur venir en soutien, à la fois dans l'Indo-Pacifique, mais aussi, pourquoi pas, en Europe. Maintenant, aujourd'hui, les forces américaines... et puis en plus, un désengagement, ça prendrait combien de temps ? Un désengagement américain, ça prendrait 4-5 ans. Ce qu'ils disent quand même, c'est pas d'élargissement quand même. Ça ferme la porte... Mais on va bien au-delà, en fait, du mandat Trump. Un désengagement militaire américain, je parle sous le contrôle de Patrick, ça prendrait 4-5 années. Oui, bien sûr. Alors, et on parle d'élargissement, pas d'élargissement à l'Ukraine, effectivement, pour l'instant, mais on a gagné 2 pays ces dernières années. La Finlande, la Norvège, c'est pas rien. Quand même. La Suède, pardon, c'est pas rien. Et donc, la Finlande, c'est quand même 1300 km de frontières communes avec la Russie. Oui. Alors, on se pose tous. Moi, je vous trouve, ça me fait du bien cette émission parce que je vous trouve tous assez optimistes sur notre capacité de rebondir, etc. J'en suis ravi, c'est ce qu'on dit sans cesse. Et d'ailleurs, la fameuse autonomie stratégique dont tout le monde parle, il y avait que la France qui en parlait il y a 4-5 ans. On pourrait remonter au général de Gaulle. On a des Allemands qui sont général de Gaulle, je remonte loin. Et il y avait beaucoup de réticences chez nos partenaires. Notamment, tout à l'heure, vous parliez de Madame Kallas, qui est estonienne. C'est normal qu'elle dise ces propos, oui, mais on a besoin de l'Amérique, parce qu'ils sont juste là. Ils sont très menacés par la Russie immédiatement. Alors, je voudrais vous faire réagir. On comprend sa réaction, mais à terme, elle comptera beaucoup plus sans doute sur l'Europe que sur les États-Unis, compte tenu de ce document. Sans aucun doute. S'il est confirmé. Je voudrais que vous écoutiez, parce que j'ai ressorti, alors ça va vous agacer tous, mais du coup, ça va me permettre d'avoir un peu votre analyse de ça. Hier, sur le plateau de Yves Calvi, il y avait Dominique Moisy, qu'on connaît bien, qui est là très souvent. Dominique Moisy, il a dit quelque chose d'assez intéressant, comment les Russes, qui connaissent donc effectivement très bien la politique européenne et la politique française, alors il nous explique comment les Russes voient les choses de leur point de vue, donc à eux. Écoutez ce qu'il dit. Nous n'aurons même pas, vu de Moscou, besoin de faire la guerre parce que l'ennemi s'effondrera, victime de sa peur. Et donc il s'agit tout simplement pour Moscou, je le répète, de nous déstabiliser de la manière la plus fondamentale. Poutine ne s'est jamais senti plus fort. Oui. L'ennemi, donc l'ennemi de la Russie, nous effondrerons, victimes de notre propre peur. Ce ne sera même pas nécessaire pour lui de faire la guerre. Et alors, de fait, Brandon Warrett, qui nous a rejoint, effectivement, nous, on a peur. En fait, il y a toute une série d'enquêtes d'opinion très intéressantes, Brandon, sur notre état psychologique global. On va commencer avec une enquête de l'IFOP, puisque c'est sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la peur de la guerre. Effectivement, enquête publiée ce matin pour Le Figaro. Regardez ce chiffre éloquent et très alarmant. 62% des Français considèrent la Russie comme un pays ennemi. Alors, c'est assez intéressant de regarder par sympathisants. Déjà, dans un premier temps, si on regarde du côté des sympathisants socialistes, ils sont 88% à être les plus véhéments contre la Russie. De l'autre côté, si on s'intéresse aux sympathisants insoumis, là, les chiffres sont beaucoup moins importants. 54% considèrent que la Russie, oui, c'est l'ennemi de la France, mais pour un Français sur 2. Et c'est plus ou moins le même chiffre pour les sympathisants du Rassemblement national, un peu plus d'un Français sur 2, avec ce chiffre aussi important, 58%, qui pronostiquent une possible confrontation ouverte entre la France et une autre puissance
vous le voyez, d'ici à 5 ans. Chiffre important. Et puis, notamment, on apprend dans Le Figaro et cette enquête, puisqu'on s'intéresse à ces acteurs internationaux qui inquiètent le plus les Français. En tête, très largement, c'est Vladimir Poutine pour 64% des Français. Derrière, un peu plus loin, c'est Donald Trump, 54%. Et ce qui est sans doute aussi étonnant, on l'apprend dans Le Figaro, c'est que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, inquiète également les Français. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. On ne connaît pas le pourcentage. On imagine entre 0 et 10%. Oui, c'est ça. On a mis les pourcentages les plus élevés. Évidemment, tout n'était pas précisément chiffré. Il y a, c'est Opinionway, donc autre institut qui nous explique ce matin également, Brandon, que plus largement, donc on parlait de la guerre spécifiquement, mais que plus largement, c'est l'insécurité en fait qui préoccupe les Français. Avec un chiffre extrêmement important, effectivement, Bénédicte, regardez, 19% des Français se sentent rarement ou jamais en sécurité. Un chiffre en hausse, vous le voyez, de plus 3% par rapport à 2024. Et là aussi, ce chiffre qui parle, 84% se disent préoccupés par les attentats terroristes en France. C'est plus ou moins le même chiffre, 86% en ce qui concerne la préoccupation des Français pour les attentats terroristes dans le monde cette fois-ci. Et puis, il y a d'autres chiffres intéressants. Lorsqu'on pose cette question aux Français pour cette enquête du Figaro, on leur demande quels sont les grands enjeux concernant la sécurité en France. Vous le voyez très largement en tête, eh bien, ça concerne la lutte contre la délinquance, très largement devant notamment la thématique de la prévention contre les violences en général. Merci beaucoup, Brandon. Tout est lié, évidemment, tout est lié. Il y a aussi l'incertitude économique, on n'a pas le temps de s'y arrêter, mais tout est lié. Ça veut dire que retrouver la confiance, c'est urgent ? C'est urgent, mais c'est très important de savoir que pour être beaucoup plus en sécurité, il faut préparer la guerre. Si on est fort et si on dépense suffisamment pour notre défense, on n'aura pas besoin de la faire. Parce que l'ennemi ne va pas non plus se mettre à attaquer quelqu'un de fort. C'est ça qui inquiète les Français, parce que dans une autre des enquêtes que Brandon avait préparées, c'est aussi la situation économique. On n'a pas de budget, on n'a pas d'argent. Alors attendez, très important. Ça est un cercle la France possède une réserve d'or gigantesque. Pourquoi n'en parlons-nous jamais ? Ça a doublé en 6 mois. On a des milliards. Alors pourquoi est-ce que l'État n'utilise pas une petite partie de cette réserve en or que nous avons pour la défense ? Je n'arrive pas à comprendre. Je mets les pieds dans le plat. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'Europe ? Il y a surtout l'épargne des Français. Si l'État français est endetté à 3 000 milliards, je crois que la France a un record en termes d'épargne privée. Alors, pourquoi d'ailleurs cette épargne privée ? Alors, c'est peut-être aussi parce que c'est lié un peu à l'inquiétude. Quand on est un peu inquiet, on met un peu de côté. Et l'idée pour la défense, je crois que le général doit être informé de cela, c'est la banque publique d'investissement, la BPI, qui a lancé une opération pour capter volontairement l'épargne des Français pour l'industrie de défense. Alors moi j'ai souscrit, j'espère que beaucoup d'entre vous ont souscrit. Il y a un article aussi dans le Grand Continent ce matin là-dessus. Alors simplement là, la peur, pour revenir sur la peur, il y a un peu, on a raison de prendre tous les motifs. Il y a des motifs bien différents. On parle de la Russie, puis après on parle du terrorisme, et puis l'insécurité, la délinquance. Je ne sais pas si on évoquait le trafic de drogue, c'est le grand sujet. Oui. Donc on peut comprendre que d'une part, les médias jouent leur rôle, informent, et ce sont des réalités, notamment par exemple la question des narcos à Marseille et bien ailleurs, parce que maintenant il y a même un certain nombre de villes moyennes qui sont affectées. Donc par rapport à ça, vous parlez de la défense, il faut un État fort, il faut une police, etc. Et il faut effectivement des budgets. Alors comme en plus on a cette situation, je ne suis pas chargé de parler de la politique intérieure, on n'est même pas capable de voter un budget, tout ça, ça contribue quand même à un certain malaise. Et donc Dominique Moisy a raison de dire que Poutine joue sur la peur, pas seulement en France, mais en Europe. On pourrait même parler des drones russes ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça participe à l'inquiétude générale. Alors, je signale simplement, je vais faire de la publicité pour Dominique Moisy, mais il avait écrit il y a une dizaine d'années un bouquin qui s'appelait « La géopolitique des émotions ». Absolument. Et je me souviens que parmi les pays il y avait la peur. Et l'un des pays qui avait peur, c'était la Russie, justement. La peur de l'encerclement, etc. Toute la propagande. Ce qui est toujours le cas, d'ailleurs. Et c'est toujours le cas. Ouais. Alors, si nous avons peur, il faut faire valoir, comme le général l'a fait tout à l'heure, et vous, madame, tous les atouts de l'Europe. Simplement, on a plutôt tendance à se flageller sans cesse. Ça aurait été le cas pendant cette émission, parce que très objectivement, je trouve qu'on a mis en avant pas mal d'atouts de l'Europe. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, je veux dire, Dominique Moisy a tellement raison. Poutine peut conquérir l'Europe sans tirer un seul coup de canon. C'est ça.
Bah oui, bien entendu. Imaginons demain qu'un certain parti prenne le pouvoir en France, qui est quand même un des piliers de l'Europe, que l'AfD en Allemagne fasse de même, etc. Eh bien, on aurait le cœur de l'Europe qui serait occupé par des pouvoirs pro-russes. Des archi-pro-russes. Et donc sentirait la moindre munition. C'est ça. Donc c'est ça le grand danger. Maintenant, ces chiffres sont très rassurants. Hein, il y a une prise de conscience de l'opinion française, mais qui sont en totale contradiction avec les grandes divisions qui nous opposent. D'autant qu'on a compris que le personnel politique était victime on peut peut-être d'une grande désaffection. Alors, c'était aussi une autre des enquêtes dont on a beaucoup parlé cette semaine, qui explique qu'en fait la première préoccupation des Français, c'est le personnel politique et la qualité de notre personnel politique. Tout ça, c'est de la politique, évidemment. Non, mais je pense qu'il faut qu'on soit fier de ce qu'on a en Europe, de ce qu'on sait faire. Notre pays, est le plus beau pays du monde, le plus visité. On a les lignes TGV les meilleures au monde. On a des autoroutes qui sont les meilleures au monde au niveau de l'entretien. Mais c'est incroyable. On a des côtes extraordinaires. On a investi. Faites un tour sur la Côte d'Azur. Il n'y a pas que des constructions qui appartiennent des étrangers. Et très objectivement, peut-être qu'il faut redire on a des Ce réalisations. qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que depuis le début de cette guerre en Ukraine, depuis l'invasion de février 2022, il y a 2 membres de plus dans l'OTAN. On a une Europe qui s'est quand même largement rassemblée. On n'a jamais été aussi proche d'une Europe de la défense, même si elle est encore assez loin. Absolument. C'était quand même une espèce de nébuleuse dont on parlait depuis des dizaines d'années. En fait, tout ça, toutes les armées européennes se réinvestissent dans la défense, donc il y a un certain réveil. Et en plus, c'est nous qui aidons l'Ukraine militairement et économiquement. Mais c'est les réseaux sociaux. Le grand danger, c'est les réseaux sociaux, parce que c'est la Russie qui sape le moral des gens en mentant. Et les mensonges qu'il y a aussi par les Américains dans les réseaux sociaux. On va finir sur ces fleurs que nous nous sommes lancées collectivement. Je vous remercie vraiment tous d'être venus sur ce plateau. C'est l'heure du journal de Kadi Adoumdouas et ensuite vous retrouvez Yves Calvi. Moi, je vous dis à demain.